Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire qui sera dédié donc à l'export contrôle et plus particulièrement sa digitalisation, comment gérer toutes vos contraintes documentaires à l'export et à l'import. Donc ce webinaire, quelques informations au préambule, durera à peu près 45 minutes et puis sera suivi de 10-15 minutes pour des questions-réponses. Vous disposez d'une boîte de chat qui vous permet de poser vos questions au fur et à mesure du webinaire et puis on reprendra tout à la fin. Alors, là encore, un mot rapide sur nos intervenants. Je vais peut-être laisser se présenter. François Catlino et Franck Dropman. François, je peux te laisser commencer? Oui, bonjour Julia, bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire qui concerne l'export contrôle. Donc, je suis François Catlino, j'ai une expérience d'à peu près 20-25 ans dans le monde de la douane et de la trade compliance, pour utiliser un anglicisme, dans différentes entreprises avec des secteurs d'activité tels que l'automobile, la chimie, la pharmacie, l'électronique grand public. Au cours de ces expériences, j'ai eu l'occasion de mettre en place des processus d'export contrôle, parfois avec l'appui de systèmes automatisés qui permettent de faire ces processus d'export contrôle et de garantir la conformité dans les entreprises où j'ai pu gérer ces missions. Et donc, je suis là pour expliquer comment fonctionne l'export contrôle dans l'entreprise, expliquer un petit peu l'ensemble du périmètre. Et je vais donc le faire avec mon collègue Franck Dropman qui va se présenter. Franck? Peut-être Franck a un problème de son. Non, oui, bonjour. Mon nom est Franck Dropman, je suis directeur produit Global Trade Management au sein de MyTower. Donc, je m'occupe de tous nos produits dédiés à simplifier et réduire la complexité du trade compliance général. Donc, c'est la classification, l'origine, l'export contrôle, la gestion des parties sanctionnées, tous ces sujets. Et aussi, voilà, les sujets plutôt exécution, alors toute la partie connexion à la douane avec des brokers, gestion des procédures spécifiques douanières. Donc, tout ça, c'est le périmètre de notre solution MyTower Global Trade Management et que je suis responsable de son développement, et de comprendre les besoins de nos clients et faire évoluer ce portefeuille de solutions digitales. Merci. Très bien. En introduction, avant de rentrer dans le cœur de notre sujet, quelques mots peut-être sur MyTower. Donc MyTower, on est un éditeur de logiciels spécialisé en transport et en trade compliance, ce qui fait que nos expertises nous permettent de couvrir aussi bien les fonctions transport que douane et trade chez les chargeurs. Notre activité est composée de deux pôles principaux, donc un pôle logiciel avec des solutions TMS, plateforme collaborative, GTM, Business Connect, et un pôle Professional Services qui vous permettent de vous accompagner dans toutes les étapes de votre digitalisation. Notre mission, c'est aider les entreprises à accélérer la transformation de leur supply chain internationale, leur mouvement de marchandises et à optimiser leurs coûts. Comment on y parvient? En favorisant la collaboration, en automatisant les processus et en tirant profit des réglementations du commerce international. Et maintenant, je vais laisser la parole à François Catlino pour le début de ce webinaire. Merci beaucoup, Julia. Donc, en fait, oui, l'idée, c'est qu'on va couvrir un certain nombre de points et on va commencer par vous expliquer le périmètre du terme d'export control, qui aussi, l'export control ou la trade compliance, export control trade compliance, couvre aussi la partie import, parce que vous pouvez avoir les licences à l'importation. Je reviendrai là-dessus. Ensuite, on va voir quels sont les risques à gérer au sein de l'entreprise et quels sont, en fait, comment ces risques peuvent impacter négativement votre entreprise. Comment intégrer la gestion des risques dans les processus de l'entreprise. Donc, c'est comment, après avoir fait l'analyse, vous arrivez à intégrer cette gestion des risques au sein de votre entreprise.
Ensuite, Franck nous parlera de la digitalisation de l'export contrôle, des solutions possibles, et enfin, on passera aux questions-réponses et aux échanges. On peut aller sur la prochaine slide. Merci. Alors, donc, en premier lieu, il faut quand même savoir de quoi on parle. Alors, ici, on parle de l'export contrôle. En fait, l'export contrôle, ce sont l'ensemble des lois, des normes internationales, nationales ou supranationales, qui obligent les entreprises à effectuer des contrôles, des vérifications sur les produits des partenaires dans le cadre d'échanges commerciaux internationaux. Donc, ce qui est important, c'est de bien maîtriser la connaissance de vos produits, effectivement aussi de maîtriser l'ensemble de vos partenaires, banques, fournisseurs, clients, distributeurs, transporteurs, etc. Et aussi, effectivement, de bien connaître vos marchés à l'export, c'est-à-dire que vous savez dans quel pays vous allez expédier l'ensemble de vos produits, pour quels clients, etc. Alors, comme exemple de réglementation produit, on a la Convention de Washington, CITES, qui est donc, pour ceux qui ne connaissent pas, la protection des espèces, les précurseurs de drogue, les produits animaux ou dérivés d'animaux qui peuvent être contrôlés pour des raisons sanitaires, les matériaux dangereux, les biens à double usage qui peuvent être des biens à usage civil ou militaire, et puis enfin les matériels de guerre. Ça, c'est pour l'essentiel ce que je vous mets comme réglementation principale. Ensuite, il y a les exemples de sanctions. Donc, il y a des embargos, il y a aussi des listes de pays sanctionnés. Donc, typiquement, il y a des listes de parties sanctionnées, comme les listes ONU, les listes OFAC, les listes européennes, les cyberlistes qui existent aussi et autres. Donc, en fait, chaque région ou organisation internationale ou pays peut émettre des listes de parties sanctionnées, donc des clients, des banques, des fournisseurs, des prestataires de services, etc., qui pourraient être identifiés comme étant des partenaires sanctionnés. Et à ce titre-là, vous devez faire en sorte de pouvoir les contrôler, ces partenaires qui sont sanctionnés. Ensuite, donc, il y a les lois qui peuvent être d'application nationale, donc des lois qui concernent l'export contrôle d'un point de vue national ou les contrôles à l'importation d'un point de vue français. Ensuite, régional au niveau européen. Ensuite, international au niveau ONU. Et les supranationales, c'est que vous connaissez les plus, c'est les lois américaines, effectivement, qui ont une portée supranationale. Et il faut faire aussi attention, dernièrement, j'y reviendrai après, la Chine a émis depuis décembre 2020 un certain nombre de réglementations qui peuvent avoir une portée supranationale. Alors, on peut aller sur le slide suivant. Alors ici, en fait, ce qu'on a essayé de représenter, c'est, on a trouvé que cette carte, cette map monde était assez parlante. C'est en fait l'ensemble de types de sanctions que vous pouvez avoir pour les pays concernés. Ça date de 2014, c'est pas forcément à jour, mais c'était ce qu'on a trouvé de plus parlant pour comment dirais-je, cette session. Ça vous permet de voir le type de réglementation, la complexité que vous pouvez avoir en fonction des pays où vous allez exporter, où vous allez avoir du commerce, ou même en fonction des cas où vous importez des matières, des marchandises, des composants des pays qui sont listés ici. Donc en fait, ce qu'on voudrait rappeler, mais je pense que vous le savez, une seule transaction vers l'un des pays contrôlés peut vous mettre en danger. Donc il est extrêmement important de faire une veille réglementaire et d'être certain que la transaction que vous effectuez est vraiment en conformité avec les règlements de commerce international et les règles d'export contrôle. Ensuite, la liste des pays contrôlés est mise à jour à mesure des conflits régionaux, mondiaux et des régimes au pouvoir qui évoluent. Donc, on a le cas de la Birmanie, Myanmar, dernièrement, avec ce qui vient de se passer. Effectivement, les États-Unis ont, mis un certain nombre de généraux qui gouvernent aujourd'hui ce pays sur la liste des partenaires sanctionnés. Donc, ce qui est très important, c'est de voir que les choses évoluent.
Par exemple, si vous prenez le cas de US Anti-Boycott qui existe pour les Émirats Arabes Unis, l'anti-boycott était en fait une réglementation qui existait du temps où les pays du Golfe sanctionnaient les produits d'origine israélienne. Et vous savez que dernièrement, il y a eu un accord entre Israël et un certain nombre de pays du Golfe. Donc, il est fort possible que typiquement ce type de US anti-boycott réglementation n'existe plus à échéance. Donc, voilà. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est vraiment d'être tout le temps à jour par rapport à la situation géopolitique, par rapport aux sanctions qui peuvent être levées ou alors qui peuvent être mises en place en fonction de la situation politique entre les différentes zones, régions et pays. Je pense qu'on peut aller sur le slide suivant. Alors, je parlais tout à l'heure des lois extraterritoriales. Effectivement, les Américains sont, on va dire, les États-Unis sont les précurseurs dans ce domaine. Ils ont mis en place un certain nombre de réglementations supranationales qui s'appliquent à tous les articles contrôlés d'origine américaine, indépendamment de leur emplacement. Donc, en fait, même si le produit qui est d'origine américaine est stocké en France, la loi américaine s'appliquera lorsque vous allez l'exporter, en fonction du type d'article, bien sûr, qui est concerné, mais la loi américaine ne peut pas s'appliquer. Et ça va même plus loin. Il existe des exigences en matière de licence qui dépendent du pourcentage du contenu de matières premières ou de composants dans vos produits finis, de contenu d'origine américaine, de la classification, de la destination à l'exportation et de l'utilisation finale. Et donc, j'attire votre attention si vous avez une production de produits finis en France avec utilisation d'un composant d'origine américaine, il peut être soumis si la valeur totale du composant d'origine américaine dépasse un certain pourcentage, alors 10% pour un certain nombre de critères d'articles ou 20% dans d'autres cas, il peut être soumis à une demande de licence d'exportation ou même au fait que vous n'ayez pas le droit de l'exporter typiquement en Iran, au Soudan ou dans d'autres pays qui sont sous embargo américain. Donc ça, c'est assez important de le souligner et de le mettre en place dans votre entreprise. Et enfin, oui, je parlais de la nouvelle loi chinoise sur les contrôles à l'exportation qui est en vigueur depuis le 1er décembre 2020 avec des effets extraterritoriaux. Ce qu'on connaît le plus, c'est vraiment les sanctions auprès des individus ou des organisations gouvernementales qui auraient pris position contre la Chine concernant la situation des Ouïghours. Donc la Chine a clairement publié des sanctions contre ses partenaires, enfin ces personnes ou ces organisations non gouvernementales. Et après, il faut faire une analyse un peu plus poussée de la réglementation chinoise qui a aussi été publiée en anglais. Donc, c'est des choses qui de toute façon évolueront dans la durée du fait de la situation géopolitique. Je pense qu'on peut aller sur la slide suivante. Alors, ici, on a essayé de vous alerter sur la gestion des risques et sur les impacts sur vos entreprises. Donc, je ne vais pas revenir en détail dans les exemples que vous voyez sur la droite du PowerPoint. Néanmoins, c'est quand même important de regarder ce qui s'est passé. C'est qu'en fait, il y a deux sociétés. Il y a une société allemande qui a décidé de vendre des tubes aluminium à destination de la Corée du Nord. Et ça s'est mal passé pour eux, effectivement. Et ils ont fini en prison parce que, effectivement, ces tubes ont été utilisés pour l'enrichissement nucléaire. Et on sait tous que pour la Corée du Nord, on sait tous que c'est quelque chose qui est de toute façon interdit. Voilà, donc ces personnes ont fini en prison avec des amendes pénales et voilà, donc c'est une situation extrêmement grave et c'est le type de situation la plus grave. Le deuxième exemple est plus le fait que c'est une erreur de classification export contrôle réalisée par la société belge qui vend à destination de la Syrie. Et là aussi, la situation de la société qui a réalisé cette exportation de manière non conforme
est devenu extrêmement difficile. Mais c'est simplement sur une erreur de classification à l'export que cette société a été condamnée. Donc, une mauvaise connaissance de la réglementation et du classement à l'export. C'est quand même assez dommageable. Donc, pour résumer, en fait, on va dire que pourquoi il faut couvrir les risques de conformité? Parce que d'abord, vous pouvez avoir un risque réputationnel. Vous pouvez avoir une perte des accès aux procédures simplifiées. Alors, les licences globales ou les processus que vous pouvez avoir avec les autorités françaises pour la facilitation de l'émission des licences à l'exportation ou à l'importation, des amendes, un arrêt d'activité, et puis aussi une situation pénale. Et puis au final, si vous êtes vraiment, vous pouvez aussi vous trouver dans une situation où votre entreprise ou même le dirigeant de l'entreprise sera au final sélectionné comme étant un partenaire sanctionné et il fera partie des listes européennes et dans ce cas-là, vous ne pouvez plus faire beaucoup d'activités. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi l'arrêt d'activité. Donc, c'est extrêmement dommageable. Le risque d'exposition, comme je le mentionne ici, pour l'entreprise est extrême, fondamentalement extrême. Et encore une fois, on est bien sur un principe de dire la chose suivante, c'est toute transaction que vous gérez doit faire l'objet d'une vérification par vos services en charge de la conformité à l'export et de l'export contrôle. Pour info, et on partagera ce lien, vous avez aussi, on vous a rajouté le lien, parce que les Américains sont très friands de ce genre de choses, le lien où les Américains reprennent tous les cas possibles existants d'entreprises qui n'auraient pas respecté les règles d'export contrôle, en particulier aux États-Unis. Mais bon, ça permet de voir le type d'amendes qui ont été mises, quelles sont les sociétés, etc. Et quels sont les impacts sur les entreprises. Voilà pour cette gestion des risques. On peut passer maintenant sur la slide suivante. Alors ici, maintenant, on rentre dans le détail. Dans l'entreprise, c'est comment gère-t-on l'analyse des risques dans l'entreprise. Donc, ce qui est très important, effectivement, c'est d'identifier avec précision les caractéristiques de vos produits et de faire un lien avec la réglementation qui s'applique pour chacun de vos produits. On l'a vu déjà tout à l'heure, mais c'est très important. Et donc, faire ce lien avec les différentes réglementations qui impactent votre entreprise, soit à l'achat, soit à la vente. Donc, ça veut dire une bonne connaissance du périmètre géographique de votre entreprise, au niveau des achats, au niveau des marchés aussi que vous desservez, et sur lesquels vous avez des parts de marché et sur lesquels vous vendez des produits. Le deuxième point, ce sont les partenaires commerciaux, les banques, les fournisseurs, les clients, le client final. Donc, dans les fournisseurs, on voit aussi le prestataire de transport, le prestataire qui gère peut-être votre entrepôt, peut-être aussi les façonniers que vous avez dans différents pays, etc. Donc, c'est tous les fournisseurs. On ne se borne pas uniquement à un fournisseur d'achat de composants ou de matières premières. On parle bien de tout type de fournisseurs. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les partenaires. Et encore une fois, toujours avoir une vision sur la réglementation qui est liée qui est liée aux partenaires concernés. Ensuite, les pays concernés par votre activité, ce qui est important, c'est d'avoir encore une fois une vision du périmètre géographique à l'achat et à la vente, mais surtout à la vente quand vous exportez. C'est peut-être là quand même que vous êtes le plus exposé, et donc d'être en mesure de bien identifier le type de réglementation que vous devez respecter pour le type de produit que vous avez à vendre à destination de ces pays. Donc, il faut analyser les réglementations applicables dans les pays d'expédition et de destination. De destination aussi, parce que quand vous êtes importateur, peut-être il existe des licences qui peuvent s'appliquer. Les licences sur les drogues précurseurs, la licence CITES. Il peut y avoir aussi des activités liées aux achats de matières premières dérivées d'animaux, donc les veterinary certificates en anglais, les certificats vétérinaires, pardon, excusez-moi, etc., etc. Et enfin, je réinsiste sur la veille réglementaire. Aujourd'hui,
on a des changements réglementaires qui sont rapides sur tous les niveaux de type de réglementation. Alors, c'est lié à deux choses, c'est parce qu'il y a des problèmes géopolitiques, mais aussi c'est lié au fait qu'il y a une forte demande, on va dire, de la population pour qu'un certain nombre de flux soient contrôlés de manière un peu plus pointue, précise par les États. Et donc, c'est pour ça que la veille réglementaire, aujourd'hui, pour une entreprise qui fait de l'international, c'est un point extrêmement important, parce que vous pouvez être du jour au lendemain, passer dans des situations où vous exportez à destination d'un tel pays, et pour une raison X ou Y, ce pays va exiger une licence à l'importation pour votre client ou pour vous-même si vous avez une filiale pour importer dans ce pays à destination. Donc, et cela peut se passer au moment où vous expédiez votre produit. Donc, vous n'avez pas forcément eu le temps de faire les choses correctement. Donc, il faut vraiment avoir une écoute et une gestion de la veille réglementaire assez poussée. On peut passer à la slide suivante. Alors, ici, on parle précisément des processus. Effectivement, j'ai parlé des différents domaines où vous devez effectuer ce travail. Donc, le premier domaine étant la création des produits. Vos produits, vous devez les connaître et connaître les spécificités, les critères et les attributs correspondants lors de la création des produits. Je reviendrai un peu plus tard sur ce point précis. Ce qui est important, c'est ensuite l'industrialisation du produit, c'est-à-dire où vous allez mettre en place la production de ce produit dans vos usines. Et ensuite, c'est de voir entre le processus d'achat et le processus de vente, à quelles étapes, à chacune des étapes, quels sont les processus que vous devez mettre en place pour vous assurer que vous avez une conformité au niveau de l'import contrôle, l'export contrôle. Quels sont les documents que vous devez recevoir de votre, par exemple, à l'achat, lorsque vous faites du sourcing, quels sont les documents que vous devez recevoir de manière obligatoire de la part de votre fournisseur, quelles sont les licences que vous devez soumettre auprès des différentes autorités en France, typiquement. Donc, combien de temps ça prend pour obtenir ces licences? C'est important de savoir le délai par rapport à l'achat que vous faites, combien de temps ça va prendre pour être autorisé à importer sur le territoire français ce bien, cette marchandise. Et il faut être capable de planifier ça dans votre processus de supply chain. Donc on voit, ça fait quand même intervenir la partie sourcing, signature de contrat, le processus d'achat, le transport. Est-ce que aussi vous avez vous êtes assuré que le transport sera fait de manière sécurisée parce que peut-être que vous ne souhaitez pas, en tout cas vous ne souhaitez pas que votre produit soit endommagé ou volé, etc. À l'importation, il est important d'avoir tous les documents obligatoires et nécessaires, y compris les licences d'importation, pour pouvoir les utiliser au moment du processus de mise à la consommation ou du dédouanement à l'introduction sur le territoire français. Et enfin, la réception des biens. Il est possible que certaines autorités vous demandent une traçabilité et un suivi strict et précis de la réception des biens qui seraient soumis à contrôle à l'importation. Donc, il faut voir ça dans l'ensemble du processus d'approvisionnement que vous avez dans votre entreprise. Si on part sur la partie aval, donc sur les ventes, effectivement, il faut faire le même processus. Et donc là, la connaissance du produit, de votre produit fini est extrêmement important. La signature des contrats de vente pour vérifier, comment dirais-je, si le client n'est pas sanctionné, s'il peut vous donner ce qu'on appelle un end-user certificate. Dans certains cas, c'est obligatoire. C'est ce type de document que vous devez avoir afin de pouvoir exporter auprès de cette entreprise. Vous devez être en mesure aussi, si vous avez, dans le cadre de la production, des sous-traitants, des façonniers, être en mesure de contrôler que ces sous-traitants et ces façonniers sont bien autorisés à gérer les types de produits que vous leur confiez, que vous les avez contrôlés dans ce cadre-là, vous avez un processus de contrôle et vous avez aussi un certain nombre d'engagements de la part du façonnier
qu'il suivra l'ensemble de vos recommandations dans le cadre de la déréglementation d'export contrôle. Entreposage, transport, c'est toute la partie logistique. Aussi, à chaque étape, il faut être capable de vérifier que ces prestataires de logistique et de transport sont bien sûr au niveau de conformité du fait des exigences de votre activité. Donc, il faut avoir un certain nombre de contrats et d'engagements de ces entreprises. Et enfin, l'exportation vers le client et le pays déterminé. Effectivement, quand vous faites votre exportation, vous avez probablement une licence d'export à fournir, mais il sera, je pense, trop tard au moment où vous validez l'exportation de penser à faire cette licence. Donc, la licence d'exportation, c'est pas au moment où on exporte réellement, c'est-à-dire au moment où le moyen de transport vient chercher votre produit et l'expédier. C'est vraiment au moment de la vente et de la commande que doit être réfléchi dans votre organisation le fait que vous devez déposer une demande de licence d'exportation auprès de l'autorité compétente en France et de dire voilà combien de temps j'ai besoin pour avoir cette licence d'exportation. Et après, expliquer à votre service de vente, à votre service supply chain, écoutez, il faut 4 semaines ou il faut 1 mois et demi ou dans certains cas, je sais que certaines entreprises qui sont soumises à des biens contrôle à double usage ont beaucoup râlé parce ça mettait beaucoup de temps en France. Je ne sais pas si ça s'est amélioré depuis, beaucoup de temps en France pour avoir des licences. Donc voilà, il faut vraiment prendre ces délais en compte, c'est extrêmement important. Voilà, l'ensemble des documents, l'ensemble des processus de licence dans la chaîne de vente pour la partie export contrôle doit être monitoré, doit être contrôlé par une personne qui est capable de coordonner et d'expliquer cette activité au sein de votre entreprise. Je pense que maintenant on peut passer sur l'autre slide. Voilà, donc en fait ici on rentre un peu plus dans le détail. C'est pour implémenter l'export et l'import contrôle. Donc en fait, quand vous lancez un nouveau produit, ce qui est fondamental, c'est que vous soyez en mesure, bien entendu, de faire une classification des produits, que ce soit pour l'importation ou l'exportation. Effectivement, on peut parler du tarif ou du HS code, tarif code. Bien sûr, ça c'est le basique. Il n'en demeure pas moins que vous devez aussi être en mesure d'affecter un certain nombre de classifications qui vont vous permettre de déterminer dans quelle réglementation à l'export ou dans quelle réglementation à l'import vous allez être obligé de suivre un certain nombre de réglementations. Donc, le classement à l'export au contrôle, le CCN, typiquement, est un point extrêmement important. Il y a aussi, dans le domaine de la chimie, le classement Chemical Abstract Substance, qui est important parce que ça permet d'identifier si votre produit peut être soumis à licence à l'export pour les droits de précurseurs ou précurseurs d'art chimique, etc., etc. Donc, il y a un certain nombre de bases de données, d'outils qui vous permettent d'avoir la possibilité d'identifier avec précision, en fonction des critères et des attributs de votre produit, le classement que vous devez utiliser dans le cadre de l'import contrôle ou de l'export contrôle. Vous devez aussi, j'en ai parlé tout à l'heure, analyser l'origine de vos composants, de votre produit et des composants qui composent votre produit. Effectivement, ça c'est beaucoup dans le cadre de ce qu'on appelle US Export. Donc, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire si vous avez un composant dont l'origine est américaine et que ce composant représente plus de 10% ou parfois sur d'autres, en fonction du type de produit que vous avez, un certain pourcentage, en tout cas 10% pour la chimie. Si ça représente plus de 10% de la valeur de votre produit fini, dans ce cas-là, vous allez avoir une obligation de suivre les réglementations américaines de licence export. Ou même, vous ne pourrez pas exporter le produit. Donc, c'est extrêmement important de travailler sur ce premier niveau qui est donc le produit.
Ensuite, vous avez la création et approbation de la commande d'achat. Donc en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a toujours cette problématique de vérification, de screening en anglais des partenaires sanctionnés. Donc vous avez les listes. Les listes, elles dépendent en fait des marchés sur lesquels vous allez réaliser des affaires. Alors effectivement, si vous faites que du commerce en France ou en Europe, vous n'allez pas forcément avoir besoin de la liste qui concerne le Japon ou de la liste qui concerne la Suisse, etc., etc. Ça, c'est à vous de déterminer quelle liste dont vous avez besoin. La recommandation étant de prendre la liste la plus large possible. Ça vous évitera comment dirais-je, vous poser les questions à chaque fois que vous avez un nouveau marché à déployer. Les supplier certificates, ils vous permettent d'avoir un certain nombre d'engagements de la part de votre fournisseur, ou alors d'avoir les certificats correspondant, par exemple un certificat CITES si vous avez acheté des matières qui seraient soumises à la Convention de Washington, ou alors à recevoir les certificats qui concernent les drogues précurseurs ou les précurseurs d'armes chimiques, et ainsi de suite. En fonction de votre activité, vous avez un certain nombre d'exigences, que ce soit à l'import en termes de licence d'importation, mais aussi que ce soit dans votre processus de contrôle. Vous pouvez exiger auprès de votre fournisseur d'obtenir un certificat de conformité par rapport aux règles exigées dans votre secteur d'activité. Et enfin, donc l'import contrôle, ici on parle bien aussi tout à fait du suivi des documents, du fait que lors de l'approbation et la création de la commande d'achat, vous avez bien fait en sorte de demander au responsable des achats de demander aux fournisseurs de fournir un certain nombre de documents et d'informations qui sont obligatoires pour l'importation de vos produits. Maintenant, passons à la création et approbation de la commande de vente. Ici, on parle bien aussi, encore une fois, des parties sanctionnées. Une nouvelle fois, la liste des parties sanctionnées, c'est à vous de déterminer sur quel marché vous êtes et sur quel marché vous délivrez des clients. Et à ce moment-là, vous prenez les listes qui correspondent à cette activité et vous contrôlez que votre client ne fait pas partie de cette liste. Et puis, il y a la problématique de l'export contrôle que j'ai expliqué tout à l'heure dans l'ensemble du flux, du processus. Ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas se dire ah bah voilà, je vais exporter au dernier moment et se dire ah bah j'ai peut-être besoin d'une licence. Non, il faut vraiment travailler le plus en amont possible pour être en mesure de diminuer les délais d'obtention des documents et des licences d'export contrôle, afin de rendre plus fluide votre supply chain et de pouvoir livrer votre client dans les délais qui sont en partie dans le cadre de votre contrat avec votre client. Alors, je pense qu'on peut passer au slide suivant qui va donc permettre à Franck de vous expliquer comment MyTower GTM permet une certaine digitalisation de l'ensemble de ce que j'ai décrit avant. Franck ? Oui, merci. Alors, on a bien entendu, donc une fois, on a bien compris les risques et on a bien structuré la façon qu'on veut gérer des risques avec une intégration dans les processus existants dans votre entreprise. À ce moment-là, notre solution digitale MyTower GTM peut intervenir pour aider à la digitalisation de ce processus. Alors, comment ça va fonctionner? Donc, en principe, on commence de regarder les processus logistiques qui commencent, voilà, les processus qui François a mentionné, le processus d'achat ou le processus de vente. Et le plus tôt possible, on s'intègre dans ce processus et on va recevoir d'un système qui gère ce type de processus, notamment les systèmes ERP, on va recevoir des détails sur des transactions qui sont planifiées ou déjà en cours. Donc, ça peut être voilà, le pays d'exportation, le pays destination,
qui est le client, quel est le produit, quelle est la quantité de produit, quel est son prix aussi, quel est le contenu US là-dedans, et peut-être quelle est l'utilisation finale, quels sont les intervenants qui vont achever ce produit au client. Alors, tous les transporteurs, les transporteurs routiers, maritimes, parce que dans certains cas, tous ces parties, il doit apparaître sur des documents. Et donc, le but de cette solution MyTower GTM, c'est d'identifier les flux qui sont à risque, identifier quelles sont les contraintes légales, quelles sont les réglementations applicables, quels sont les documents qu'on a déjà, notamment les licences peut-être qu'on a déjà obtenues en amont, quelles sont les licences qu'il faut obtenir à la fois. Et pour ça, on va recevoir ces informations du système en amont, du système ERP. On a certaines informations nous-mêmes dans notre système MyTower GTM. On a les informations sur le produit parce que notre système MyTower GTM a aussi une fonctionnalité de la classification et l'automatisation de la classification. Et ça inclut les codes HS, les codes douanières, mais ça inclut aussi les codes de bien double usage, les codes CITES ou les codes militaires où il y a une connaissance des matières qui sont peut-être des précurseurs de drogue. Donc, on va recevoir ça, on va comparer d'abord au niveau de pays d'exportation ou pays d'importation. On va d'abord trouver les régimes applicables, les lois applicables. On va regarder dans ces lois quelles sont les possibilités d'obtenir. Alors, quels sont d'abord les produits qui sont soumis à des contraintes réglementaires et quels sont les documents il faut fournir. Donc, quelles sont les licences, par exemple, pour des biens double usage, quels sont les types de licences qui sont applicables, qui sont peut-être, on peut obtenir au niveau des autorités pour autoriser et sécuriser cette transaction. Et là encore, on fait une comparaison. Ces types de licences, ils sont paramétrés au niveau de pays d'exportation, pays d'importation, des types de clients, le type de end-use, la classification de produits et toutes sortes d'autres critères. On peut gérer, par exemple, dans certaines industries, il y a des clauses catch-all qui sont pas forcément liées à une classification existante, mais plutôt à des critères spécifiques à des descriptions de produits qui sont spécifiques à votre entreprise. Donc, avec toute cette information, la machine va donc regarder est-ce que la licence en question est déjà existante parce que c'est une licence qu'on peut obtenir une fois par année. Est-ce que la pièce ou l'article est mentionné sur cette licence? Est-ce que le client est déjà mentionné? Est-ce que les parties, si nécessaire, ont signé le License Condition Statement? Dans certains cas, c'est nécessaire. Et il va donc faire la comparaison avec la transaction et la documentation existante. Et si la documentation existante est bonne, ça va donner un feu vert pour que le processus logistique peut aboutir. S'il manque certains éléments, notre solution va donner un feu rouge, un feu rouge temporaire ou un feu rouge même définitif. Alors, si on regarde maintenant sur le prochain slide, ça explique le processus un peu plus en détail. Et alors, l'importance, c'est que notre système est intégré le plus tôt possible dans le processus. Parce que on peut utiliser des délais, les délais dans la supply chain, les délais peut-être qu'il y a pour la production ou l'entrepôt, le traitement de ce transaction, les délais qui sont là. On peut utiliser ces délais pour obtenir les documentations nécessaires. Donc,
alors, on va recevoir donc les détails d'une commande, on va le comparer avec notre connaissance de la réglementation et des licences existantes, et on va donner soit un feu vert à ce moment-là, ou on va donner un délai. Donc, ce délai peut être déjà important parce que peut-être le matériel est déjà disponible dans nos inventaires, mais on n'a pas la licence. Donc, au niveau de supply chain, on peut l'exporter directement. Donc, si on prend en compte les délais pour obtenir les licences, la personne qui va recevoir la commande donne peut-être une temps de livraison qui est trop court. Mais avec cette connaissance du délai des licences, du délai pour les licences, on peut donner donc une temps de livraison plus réaliste pour les clients. Et donc, dans ce cas-là, notre solution va lancer, si la licence n'est pas disponible, mais on peut l'obtenir en principe, notre solution va aider à obtenir cette licence au niveau aux côtés des autorités, aider à remplir la demande de la licence, ou dans les cas où on a peut-être une liaison, il y a des pays où on peut faire même une demande de licence de façon digitale. Dans ce cas-là, notre solution peut se connecter directement à la douane pour obtenir ce type de licence. Et donc, pendant le processus, donc on donne des mises à jour de délai ou mises à jour du statut au système qui s'occupe de l'exécution. Ça peut être notre système MyTower TMS ou un système ERP où on donne des updates sur des délais et finalement le feu vert pour que l'expédition peut s'exécuter. Donc, c'est essentiel que ça peut aussi aboutir à que déjà au niveau de commande, on connaît que pour ce type d'article et pour cette destination, c'est pas du tout possible de faire une livraison parce que la licence c'est interdit. Donc, si on prend l'exemple avec des tuyaux aluminium avec des destinations Corée du Nord, le système peut détecter, voilà, pour cette destination, pour ce produit, c'est pas autorisé de faire de l'exportation. Et à ce moment-là, on donne vraiment un feu rouge au système qui s'occupe d'exécution, de gestion de commande ou exécution de commande. Donc, c'est en principe ça le fonctionnement de la solution. Et ça s'intègre vraiment avec des autres systèmes qui s'occupent de l'exécution pour donner une feu vert, un feu rouge et pour arrêter, dans les cas extrêmes, pour arrêter vraiment l'expédition pour que ça n'arrive pas qu'il y ait un article soumis à l'export contrôle qui n'est pas autorisé avec une certaine destination ou un certain client, arrive à la douane et la douane détecte cette problématique et après, avec des conséquences que François a mentionnées. Donc, c'est en principe ça. Peut-être on peut aller sur le prochain diagramme. Alors, quelles sont notre offres concrètes? Donc, nous, on a deux offres, deux types d'offres. On fait du conseil avec notre équipe des experts dans le domaine d'export contrôle. Il y a deux types d'offres. Il y a l'offre juste d'analyse de profil des risques, où on va regarder le produit, les partenaires, les pays, et avec notre connaissance de réglementation, on peut vous donner une analyse du risque global. Après, la deuxième étape, c'est l'analyse, comment on peut digitaliser ce processus, quels sont les points d'intervention où on doit intervenir pour gérer ces risques. Donc, c'est identifier vraiment le processus d'achat, le processus de vente, le processus de création de produits, quels sont les bons moments où un processus formalisé, l'export ou import contrôle et gestion du documentaire doit se faire intervenir pour que ça sera bien géré.
Et la troisième étape, c'est vraiment de venir avec notre solution digitalisée de MyTower GTM, où on s'occupe de la mise en place du support et même dans certains cas de l'opération de cette plateforme pour nos clients dans un cadre de business process outsourcing. Alors, ça se conclut notre webinaire, notre présentation ici. Merci beaucoup. Si vous êtes intéressé, on peut faire une démonstration de la solution pour vous dédiée à vos problématiques. Donc, c'est important de comprendre un peu mieux votre problématique spécifique parce que c'est quand même assez vaste ce champ. Ça peut être le CITES, le drug precursor dans la chimie ou des biens double usage. Et avec cette information, on peut peut-être organiser une séance dédiée pour vos questions dédiées. Mais je pense qu'on a encore du temps peut-être dans ce webinaire de répondre à quelques questions que vous avez maintenant. Merci Julia. beaucoup Franck, merci François. Effectivement, on a déjà reçu quelques questions, puis je vous invite à utiliser la boîte de chat ensuite pour en poser d'autres, hein, évidemment. Première question que nous avons reçue, je souhaite savoir si les marchandises que je fabrique sont listées parmi les biens à double usage. Comment je fais? François, c'est peut-être une question pour toi. Oui, alors en fait, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai expliqué que c'est extrêmement important de connaître les critères et les attributs de son produit. Et ensuite, une fois qu'on a l'ensemble du détail technique du produit qu'on souhaite exporter, il faut se référer, et je le mettrai dans les réponses aux questions hein, qu'on envoie toujours après le webinaire, il faut se référer au règlement communautaire. Effectivement, si on exporte à partir de France, qui est le règlement 428/2009, qui vous permet de lister, d'identifier tous les produits qui peuvent être soumis à réglementation à l'export. Une autre question? Oui, peut-être je peux aussi intervenir sur cette question. Donc, notre solution MyTower GTM classification peut aussi permettre de vous aider à trouver la bonne classification pour des éléments pour des biens double usage. Donc là, on va regarder les attributs de vos produits et à partir des attributs, si possible, de trouver déjà la réponse à cette question. C'est certainement avec une analyse en amont qui d'abord identifie les risques et si certains groupes de produits avec certains attributs sont soumis à des contrôles versus autres qui sont peut-être pas. Et après, on peut utiliser ces attributs pour automatiser la classification bien double usage, comme aussi d'autres classifications, par exemple la classification code HS. Donc, c'est certes que ce type de automatisation, c'est plutôt important pour des entreprises qui ont une certaine volumétrie au niveau de création de produits, où ça pose vraiment une charge de travail significative. Alors, on a reçu d'autres questions. Déjà, je réponds à une qui y arrive. Oui, vous recevrez le support à la fin de la présentation, ne vous en faites pas. Donc, plusieurs questions qui sont arrivées là encore. Vous avez évoqué l'import contrôle. Quel type de produits sont concernés? Alors, ça dépend un peu de la géographie et de l'industrie. Alors, dans certains pays, par exemple, on a un cas dans l'aéronautique où on traite des pièces de réchange et on veut faire, par exemple, un détecteur de fumée et veut l'importer qui contient des éléments radioactifs et on veut l'importer, par exemple, dans certains pays asiatiques. Là, il y a des cas où il faut un certificat pour les matières dangereuses. Ça, c'est un exemple. Où il y a si on veut faire importer certains matériels aéronautiques à Hong Kong, j'ai appris que là aussi, c'est pas seulement l'export contrôle américain, mais c'est aussi l'import contrôle chinois qui s'applique. Donc ça, c'est vraiment des cas. Je pense, François, tu as autre cas d'application du CITES.
pour les matières qui contiennent des produits qui viennent des espèces en danger. Là aussi, ça peut apparaître qu'il faut un certificat pour l'importation. Mais François, peut-être tu peux rajouter. Tout à fait, oui. Alors, je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc ça dépend des critères et des attributs de vos produits et ensuite du classement tarifaire de vos produits. À ce classement tarifaire, comme vous le savez, si vous consultez le TARIC ou vous consultez l'encyclopédie RITA, il y a un certain nombre de réglementations alors européennes voire françaises, qui sont attachées au TARIC correspondant à votre importation. Donc TARIC, c'est bien le code à 10 chiffres qui identifie de manière précise le classement de votre produit au niveau de la douane. Donc c'est là, une fois que vous avez ça, vous pouvez identifier grâce à ça si votre produit est soumis à CITES. Si on prend le cas de CITES, par exemple, voilà, typiquement des peaux de crocodile qui seraient utilisées à destination de bracelets de montre, typiquement, ça, c'est soumis à CITES parce que, voilà, en fonction de l'espèce du crocodile concerné, vous devez avoir un certificat CITES à l'importation. Donc, effectivement, il faut connaître la caractéristique de votre produit, le sourcing, le pays d'origine pour le CITES, la nomenclature du produit, et ensuite, vous savez si vous êtes soumis à cette réglementation CITES. Typiquement, c'est ce genre de choses qu'on doit faire. Encore une question qui est arrivée. Quid du respect des données personnelles et même du droit social lorsque l'on screen ses salariés, y compris stagiaires, visiteurs, sous-traitants? Vérifier qu'ils ne sont pas listés sur des listes de sanctions, y compris d'origine américaine. Alors, comme vous savez, en France, il y a une réglementation, et même dans d'autres pays, les États membres, il y a une réglementation extrêmement protectrice de la liberté individuelle. Donc, quand on fait un processus de vérification des partenaires, c'est en règle générale, dans les organisations et dans les entreprises françaises, c'est une discussion qui peut venir sur la table des discussions au niveau du management. C'est que normalement, on ne contrôle uniquement que les partenaires commerciaux, c'est-à-dire comment dirais-je, les fournisseurs, les banques, les clients, etc. Après, j'attire votre attention que selon certains secteurs, donc de services essentiellement, en l'occurrence des sociétés qui seraient de sociétés de services qui seraient en charge de manipuler des produits ou de charger des cargaisons sur les aéroports, les ports, ou tout autre, comment dirais-je, lieu logistique avec des mouvements internationaux, ces sociétés sont soumises à un certain nombre de réglementations qui peuvent être nationales et internationales, qui vous obligent à faire un contrôle qui n'est pas lié, lui, ce qu'on appelle la Sanction Party List, donc les listes des partenaires sanctionnés, mais qui est lié à vraiment une réglementation qui peut être liée à la réglementation IATA ou d'autres réglementations qui exigent que, par exemple, quelqu'un qui travaille sur un aéroport soit vérifié dans le cadre de son identité. Mais la personne, dans ce cas-là, le sait et est au courant. Il n'est pas possible en France, alors c'est à voir pour chaque État membre, mais tout du moins, il n'est pas possible en France de faire une vérification des listes sanctionnées sur un employé sans le prévenir et sans avoir eu son autorisation. Et même dans ce cas-là, ça peut être quelque chose de litigieux, puisqu'ensuite, il faut en référer à l'organisation spécifique en France qui vous donne l'autorisation de gérer des bases de données, dont je suis désolé, j'ai oublié le nom. Mais il y a cette organisation qui doit vous donner l'autorisation de faire cette activité de vérification d'individus qui travailleraient dans votre entreprise. Donc, c'est très, très encadré, ce que je trouve normal d'un point de vue des libertés individuelles. Donc, il faut faire, voilà, quand vous faites ça, il faut le faire de manière coordonnée avec les ressources humaines et avec le management. La CNIL, voilà, c'est ça, merci. J'ai oublié le nom, c'est la CNIL. Peut-être encore une dernière question. Comment est garantie la confidentialité des informations en cas d'utilisation de votre plateforme? Oui, alors ça je peux peut-être prendre.
c'est plutôt un élément technique, j'imagine. Alors, c'est clair, notre plateforme est une plateforme qui est apportée via le web. Donc, nous, on fournit à notre plateforme, comme on s'appelle ça, un Software as a Service, SaaS. Mais d'abord, il faut dire, comme un opérateur européen, notre partenaire pour fournir des services informatiques, on s'appelle ça le hosting, ça, on a choisi des partenaires exclusivement européens. Donc, on n'est pas soumis d'abord à des lois extraterritoriales américaines en utilisant des fournisseurs américains, notamment les grands Microsoft ou Amazon qui sont soumis au Cloud Act. Non, on a choisi spécifiquement des opérateurs européens. Après, nos données et nos communications sont certainement sécurisées de manière auditable, certainement. Alors, si vous êtes intéressé à utiliser notre plateforme, normalement, dans ce processus de vente et processus d'achat, il intervient des interlocuteurs sécurité IT de notre côté et de votre côté pour présenter exactement toutes les mesures qu'on a mis en place. Donc, toutes les données sont cryptées. On appelle ça les cryptés quand ils bougent. Ils sont aussi cryptés quand ils sont juste stockés sur des bases de données. Ils ne bougent pas. Et l'accès est sécurisé d'une différente manière, ça dépend de l'intégration avec votre système de sécurisation. Il y a des systèmes qui s'appellent le single sign-on. Donc, nous, on ne gère pas les mots de passe de notre côté, mais c'est dans votre organisation où ils sont gérés. Donc, il y a tout une portefeuille de mesures de sécurité. Et on est tout à fait prêt de nous laisser auditer par vos organisations IT s'il y a un projet de mise en place. Alors. Complémentaire, voilà, comment vous contacter si besoin. Je vais vous adresser l'adresse, voilà, les coordonnées mail de Franck si vous voulez échanger davantage sur les fonctionnalités et les possibilités de notre plateforme. Je vois l'heure, je pense qu'il est temps de conclure. Il est resté quelques questions en suspens. De toute façon, on rassemblera toutes les réponses et on vous fera parvenir un document avec l'ensemble des réponses aux questions qui ont été posées. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier, François et Franck, pour votre intervention et puis à tous les participants. J'espère que le sujet vous aura intéressé et n'hésitez pas évidemment à revenir vers nous si vous souhaitez avoir des compléments d'information. Merci beaucoup et bonne journée.